Il semblerait que la guerre gagne également, Anne, le sommet de l'État. On va se poser cette question. Comment faire oublier une mauvaise passe politique et militaire? C'est tout l'enjeu actuellement pour Volodymyr Zelensky. Effacer les états d'âme de son commandant en chef des armées. Passer outre les difficultés de ses troupes dans leurs offensives face aux troupes russes. Rassurer ses alliés sur une victoire toujours possible. Et vous allez l'entendre, c'est ce qu'il a commencé à faire hier soir. Écoutons le président ukrainien. Nous essaierons de montrer des résultats cette année. Pour nous, c'est très important, car nous perdons des gens chaque jour. Ce n'est pas comme dans un film. Nous n'avons pas besoin de surprendre tout le monde. Nous devons le faire pour nous-mêmes. Essayer de ne pas perdre chaque jour, car chaque jour, nous perdrons du monde. Moins que les Russes, ce qui est une bonne nouvelle. Mais ce sont des humains, donc ça reste terrible. Pour l'an prochain, nous avons un plan. Nous avons un plan. Pour l'année prochaine, très construit. Mais je ne vous le partagerai pas. Je suis désolé. Je ne peux pas le faire. Dommage. Général Chovancy, met tout le monde sur ce plateau, bien évidemment. Ça sent quand même pas l'optimisme. Ça commence par « Nous essaierons de vous montrer des résultats cette année » et c'est fini par « peut-être en 2024 et encore ». En fait, on a l'opposition entre la vision politique de la fin de la guerre et la vision de la réalité sur le terrain par le général Zaloujny. Zaloujny, dans son entretien ou dans ce qu'il a dit dans Les Économistes, dit bah voilà, en gros, c'est difficile, on n'y arrive pas. Il le dit publiquement, c'est ça le problème. Il le dit publiquement. On peut supposer qu'il l'a dit en off à son président, que son président a dit non, on continue comme avant, et mon objectif politique prime. Bon, le général Zaloujny va obéir et va envoyer ses soldats effectivement continuer à combattre. C'est un petit peu ce qui vient d'être dit. Mais le problème, il est là, c'est qu'à un moment donné, le devoir d'un chef militaire en opération, c'est de dire aux politiques ça va être difficile, parce que quand s'il le dit, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et s'il le dit publiquement, c'est que c'est encore beaucoup plus difficile qu'on ne le suppose. Et là, effectivement, on voit le président Zelensky qui cherche à récupérer l'affaire, parce que lui, il a un objectif politique, il ne veut pas en démordre. C'est les frontières de 1991. On peut parfaitement comprendre. Mais il y a un moment où le chef militaire a le devoir moral, c'est un terme que j'utilise, de dire, même publiquement, s'il n'est pas entendu, attention, ça va peut-être pas être comme ça. Il va peut-être avoir des difficultés. Et je vous le dis pour que vous sachiez bien qui est responsable de quoi aussi. Mais ce genre de conflit, je dirais, politico-militaire a existé dans le passé en termes d'histoire, c'est pas nouveau, mais c'est le devoir du chef militaire de dire à son chef politique, attendez, ça va aller mal, donc maintenant vous faites vos choix, mais je vous l'ai dit, et puis l'opinion publique à la limite choisira. Thomas Ernaud, c'est que de la poudre aux yeux. On peut imaginer qu'il est sincère, qu'il a véritablement un plan. Il dit, nous avons des villes très concrètes, des directions très concrètes vers lesquelles nous allons. Je peux rien vous dire, mais on enregistre des progrès, et progrès dans le sud, progrès dans l'est également. Est-ce qu'on peut pas imaginer qu'il soit sincère 2 minutes? Qu'il y ait des plans, c'est une certitude. On est toujours en état de guerre. Il croit encore à la victoire. En tout cas, le plus grand chef de guerre qui s'appelait Napoléon disait qu'un chef de guerre, c'est un marchand d'espérance. Donc je suppose qu'il est dans son rôle de chef de guerre. Et donc il est là pour aussi renforcer les forces morales. On rentre dans la période de l'hiver. Il y a un échec de la contre-offensive. Il y a un besoin d'armement, il y a des hommes fatigués, il y a un pays qui souffre. Donc lui, je pense qu'il joue un peu son rôle. Il le joue à sa manière, puisque c'était une personne qui a aussi fait du cinéma. Donc on retrouve un peu des caractéristiques, mais il le joue à sa manière. Mais il est là aussi pour redynamiser ses forces morales et jouer ce rôle de chef de guerre, de marchand d'espérance, qui vient un peu contrebalancer la prise de position de Zaloujny, qui lui faisait un état de la contre-offensive, des manques de moyens, des demandes en munitions, en technologie, qui évoquaient aussi les difficultés à pouvoir mener des opérations avec de la surprise stratégique, parce qu'en fait, tous les moyens aujourd'hui permettent d'avoir un regard sur ce qui se passe sur le théâtre d'opération. Donc moi je pense qu'il joue son rôle de chef d'État, c'est-à-dire être un marchand d'espérance, comme disait Napoléon Bonaparte. Alors concrètement pour les alliés de l'Ukraine, parce que le message s'adresse également aux alliés de l'Ukraine, mais on se souvient que 2023, avec l'armement fourni, on allait voir ce qu'on allait voir. Bon, visiblement, on ne va pas voir grand-chose en 2023. Reste 2024. Et là aussi, il y a des plans. On comprend qu'ils ne puissent pas nous en parler, mais c'est quand même pas très, très rassurant dans une période géostratégique particulièrement compliquée et particulièrement perturbée. Pas sûr que ce soit ce genre de discours qui disent aux alliés, notamment aux Américains,
on va continuer à lâcher et de l'argent et du matériel. Non, effectivement, c'est une prise de parole de Volodymyr Zelensky qui est assez en rupture en fait avec celle auquel il nous avait habitués. Et je pense que si on met ça en plus en parallèle avec les déclarations de Zaloujny dans The Economist, on sent toute la mesure de la déception en fait qu'a causé cette offensive ukrainienne. Il misait quand même beaucoup dessus. Et elle n'a pas atteint leur espérance. Parler d'échec, je suis toujours un petit peu mesurée là-dessus, parce que l'échec d'une offensive, c'est quand vous subissez vous-même une contre-offensive qui aurait pu balayer les Ukrainiens. C'était aussi à craindre. Les Ukrainiens ne sont pas l'acteur le plus fort, numériquement, autant en hommes qu'en matériel. Et le véritable échec d'une offensive, ça aurait été de se faire enfoncer, comme on a pu le craindre à un moment au nord, dans la zone nord, comme on peut encore le craindre sur certains secteurs. Donc... pour paraphraser certains présidents français, c'est pas un échec, mais c'est pas une réussite non plus, quoi. Voilà. Ça reste, disons, il y a une sorte de patte stratégique pour l'instant où tout peut basculer comme dans toute guerre de position à tout instant. C'est pas un franc échec, mais à voir les déclarations, effectivement, ils sont très déçus parce qu'ils savent que ce sera très difficile de remonter en fait un raout médiatique comme ils ont pu le faire au printemps pour obtenir du matériel et sur le long terme. La Russie a quand même l'avantage de la persévérance et de sa détermination à continuer à conquérir l'Ukraine. Du nombre des hommes et du matériel. Absolument. Un optimisme contagieux, visiblement. Le secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine parle, lui, de succès fou en Crimée. Écoutons Oleksiy Danilov. Aujourd'hui, c'est la guerre technologique. Aujourd'hui, c'est la guerre des drones. Aujourd'hui, ce sont des moyens complètement différents qui sont utilisés pour vaincre. Je veux dire que celui qui sera le plus agile, celui qui sera le plus intelligent, celui qui aura le plus de volonté, gagnera cette guerre. Les Russes n'ont rien à faire ici et ils vont sûrement perdre. Nous devons être patients. Gardez à l'esprit qu'aujourd'hui, nous avons remporté des succès fous en Crimée. Nous sommes constamment vigilants sur la situation sur le terrain et sur la destruction de la Fédération russe, la destruction de ses moyens sur le territoire de la Crimée et la destruction de la flotte de la mer Noire. Gardez à l'esprit qu'il s'agit là de grandes réalisations de notre pays. Christian Macarian, je vous laisse la parole dans un instant pour votre analyse, mais juste un tout petit point technique du militaire que vous êtes. Alors certes, il y a 2 jours, les Ukrainiens ont fait à nouveau un beau coup en Crimée en détruisant un navire porte-missiles qui allait partir en campagne. Mais est-ce que cette analyse de la guerre, cette analyse de stratégique est la bonne ? Non, celle que vous venez d'entendre. Construction du discours victorieux qui n'a pas de réalité concrète à l'échelle du théâtre des opérations. Il y a des succès tactiques indéniables. Cette corvette ou cette frégate, ce bâtiment lance-missile a été détruit. C'est un bâtiment récent. C'est une réussite tactique. C'est pas ça qui va changer la guerre. La question qu'on évoque aujourd'hui, est-ce que les Ukrainiens peuvent gagner la guerre au niveau du théâtre des opérations? Or aujourd'hui, il peut dire ce qu'il veut. Quand on prend toute la ligne des combats des 1000 km et on reprend tous les commentaires qui sont faits, il n'y a pas de progression majeure. Par contre, il y a des coups médiatico-militaires, oserais-je dire. Tiens, on met 300 hommes par-ci, ils ont réussi à traverser le Dniepr. Tiens, on a détruit tel engin à tel endroit. Oui, donc ça anime finalement le paysage médiatique ou de l'information. On peut dire, oui, vous voyez, on a des succès. Mais est-ce que ça va changer le sens de la guerre Je ne crois pas. Donc voilà, on est dans la construction du discours politique. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a le discours politique, il y a le discours militaire. Celui du politique, effectivement, c'est de préserver finalement l'enthousiasme, entre guillemets, de l'ensemble d'Ukraine dans ce combat. Puis de l'autre côté, il y a la réalité militaire, sinon le réalisme militaire du général Zaloujny qui dit, attention, je ne peux pas y arriver. Donc il va peut-être falloir penser à autre chose. C'est une belle histoire à vendre à ses alliés et aux opinions publiques alliées. Il semble assez clair que la perspective d'une victoire de l'Ukraine s'éloigne, pas à pas. Et c'est bien ça la donnée essentielle. Toutes les divergences, les bisbilles auxquelles on assiste et qui, à mon avis, ne sont que le prélude à des fracturations à l'intérieur du système politico-militaire ukrainien encore plus profondes, sont le relief d'une donnée très claire. Les Ukrainiens n'ont pu avancer que grâce au soutien des Occidentaux. Et perdre le soutien des Occidentaux, c'est perdre tout court. Perdre tout court face aux Russes. Donc, comment faire, mettons-nous un instant dans la peau de Zelensky, pour encaisser et reconnaître les percées qui n'ont pas eu lieu? Je refuse de parler d'échec, parce que, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça n'est pas un échec tant qu'on n'est pas enfoncé dans un lieu ou un autre. Il n'y a pas eu
d'opérations de ce type-là. Donc, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Nous, les commentateurs autour de ce plateau en particulier, il n'y a pas d'échec ukrainien encore. Mais il n'y a pas eu de percée. Or, le but était la percée. Donc, D'ailleurs, c'est pas une contre-offensive. Il faudrait peut-être dire l'offensive n'a pas fonctionné. Mais l'offensive sur les positions russes. le problème, c'est que tout le monde, à commencer par les Ukrainiens et les Américains, ont parlé de contre-offensive, celle du début du mois de juin, et nous ont promis une contre-offensive d'été appuyée par des matériels qu'on avait mis beaucoup de temps à consentir à livrer, notamment les blindés. Donc ça n'est pas probant. Voilà. Ça n'a pas été, comme on dit en américain ou en anglais, un game changer. On n'a pas changé le cours de la guerre. Et je pense exactement, personnellement, la même chose de la livraison des F-16. Ça n'est pas non plus un game changer. Je crois qu'on spécule beaucoup là-dessus. C'est ce que dit aussi d'ailleurs Valéry Zaloujny. Il dit dans The Economist, finalement, ça ne serait pas utile. Pas utile, c'est peut-être excessif, mais ça inutile. serait... Il a employé le mot inutile. Oui, ça serait inutile. Ça n'est pas déterminant, puisque les Russes ont une maîtrise totale. Attendez, parce que là, il se passe quelque chose en plateau. Isabelle, dans The Economist, Zaloujny avait dit que que l'air power, la maîtrise du ciel, était sa première priorité. C'est ce qui me semble aussi. Oui, mais que ce n'est pas quelques F-16 qui changeraient la donne et que du coup, ça ne serait pas forcément là en ce moment la chose qui fait la différence et qui serait utile. C'est le mot qu'il a employé. Disons qu'en fait, quelques F-16 ne changeraient pas le cours du conflit, mais un air power consistant avec des escadrons de F-16 ou autres constitués. Oui, une vraie défense aérienne ou une vraie chasse force aérienne changerait. Ça serait vraiment un game changer pour le coup. Mais il faudrait. Des escadrons de F-16. Sûrement pas des livraisons au compte-gouttes, comme celles qui se préparent à travers la Roumanie, etc. Et puis beaucoup de formations de pilotes, beaucoup d'entraînement. Enfin, c'est un investissement majeur, à supposer qu'en même temps et parallèlement, on maintienne le flux de munitions pour l'artillerie classique et pour les blindés, ce que nous ne pouvons pas faire. Il y a quand même des responsables ukrainiens militaires qui disent, encore une fois, on l'a entendu cette semaine, que l'Occident devrait passer en économie de guerre, ce que nous n'allons pas faire. L'Occident ne passera pas en économie de guerre. En outre, il y a des échos aux États-Unis en raison de la position difficile que traverse Joe Biden au Congrès, c'est très difficile de faire passer encore des dépenses et encore pour l'Ukraine avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Voilà, c'est donc, ce que je disais. Absolument. Donc, et là, de ce point de vue-là, Poutine a de quoi se frotter les mains. Temporairement, à mon avis, parce qu'il n'a pas encore... C'est ce qu'il fait, d'ailleurs. Voilà. L'apparition, on y reviendra, parce qu'il y a, un fond de campagne, pour terminer, je crois que tout ça est largement de la politique. Zaloujny prend la parole pour dire attention, on va dans le mur, en gros, et Zelensky prend la parole pour dire ne vous inquiétez pas, chers amis supporters occidentaux, nous allons poursuivre, etc. Voilà, je citerai Churchill pour terminer. Le succès ne dure pas, l'échec ne tue pas. Ce qui compte, c'est d'avoir le courage de continuer. Donc on en est là. Alors, pour l'instant, il l'a. On va voir comment les supporters occidentaux réagissent du côté des États-Unis. Vous l'avez dit, c'est difficile, mais il y a une volonté de Joe Biden de dire qu'il ne lâchera pas l'Ukraine. Ce que dit John Kirby aussi, c'est qu'on y croit encore. Au moins, on veut nous faire passer le message qu'on y croit encore. Écoutons John Kirby. Nous avons utilisé environ 96% de ce qui reste et plus de 90% des fonds de reconstitution de l'aide à la sécurité ont été dépensés. Nous nous efforçons de continuer à leur fournir une assistance en matière de sécurité afin qu'ils puissent profiter au maximum du temps qu'il leur reste avant que les conditions météorologiques ne s'installent et qu'il leur soit plus difficile de progresser. Et votre question, le président croit-il qu'ils peuvent le faire ? Absolument. Nous pensons qu'ils peuvent reconquérir leur territoire. Je pense qu'ils ont été sous-estimés depuis le début de ce conflit. Voilà, tout va bien, c'est Hollywood. Non, je ne crois pas que les États-Unis lâcheront l'Ukraine. Par contre, les États-Unis, depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis le 24 février 2022, demandaient à l'Europe d'engager un processus d'intégration de l'Ukraine éventuellement au sein de l'Union européenne et surtout à l'Europe de passer en économie de guerre pour suppléer aux États-Unis qui, eux, se concentrent sur l'Indo-Pacifique et la Chine. Et ça revient à la question à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure, Christophe, vous nous parliez justement de la place des nations européennes et des livraisons d'armement et de l'économie de guerre.
Et on voit que malgré le conflit au Karabakh, on voit que malgré le conflit en Ukraine, malgré ce qui se passe en Méditerranée et puis à Gaza, entre la Palestine et Israël, on a du mal à passer à des augmentations de budget dans la défense. Je sais que la Suède a augmenté son budget et a relancé plusieurs plans. Au niveau français, je trouve qu'on est toujours très bas pour un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais parce que politiquement, c'est dangereux. Alors, on ne va pas faire de politique générale, intérieure. Mais dans la période actuelle, je pense que l'opinion publique, elle est favorable actuellement à une augmentation. On a vu la sortie d'Édouard Philippe récemment, encore politique. Hein, mais voilà, il y a... Pour la France. Oui, pour la France. Pas pour exporter en Ukraine et que le matériel soit détruit. J'ai pas l'impression il y a eu le forum. Souvenez-vous, quand il y a eu le forum sur l'armement en Ukraine il y a un mois où le Cornu s'est déplacé, il y avait aussi des marchands d'armement allemands. L'Allemagne a relancé son fonds d'investissement de 100 millions d'euros et Pistorius disait que il a essayé de défendre la cause, mais ce fonds il n'est pas très utilisé non plus. Hier, je crois, dit oh là là, les Taurus, je suis pas sûr. Oh là là, l'Ukraine, je suis pas sûr. Il y a une frilosité. Quand on passe sur l'Europe, quand on est ukrainien pour gagner la guerre. C'était pas finalement l'Occident, c'est plutôt il y a un problème au niveau des nations européennes avec la notion de puissance et avec ce complexe de redevenir un continent membre de l'histoire et de refaire l'histoire. Là, c'est à l'Union européenne et je pense aux nations européennes de se charger de prendre en main ce conflit. C'est à ces nations-là de réinvestir dans leurs industries, dans l'armement. Je ne suis pas sûr que quand ces nations, pardonnez-moi, ce n'est pas un édito, mais que quand les nations européennes se seront réveillées, qu'il restera encore quelque chose de l'Ukraine. Je crois que ça sera peut-être un peu tard. C'est le souci. Oui. Allez-y, vous pouvez y aller. Non, ça me fait plaisir de vous voir sourire. Je souris parce que je suis entièrement d'accord, en fait. Et la question que cette discussion pose, en fait, c'est celle de nos intérêts stratégiques. Et je pense qu'on a du mal à les définir en France, sur certains pays européens aussi. Et on voit que ceux qui définissent très bien leurs intérêts stratégiques, typiquement les Baltes, les Polonais, eux, ils n'ont aucun souci à savoir où ils vont mettre l'argent et pourquoi ils vont mettre de l'argent, et leur population le savent très bien. Nous, on est en train de se dire, on est quand même une grande puissance en Indo-Pacifique, il faut mettre des moyens, mais oulala, c'est loin et ça coûte cher, donc on en met, mais un peu, mais pas trop. Et puis, il faut aussi réinvestir dans les capacités terrestres, parce qu'on voit qu'on est vraiment à des quantités échantillonnaires sur certains. Donc, en fait, on se disperse beaucoup et du coup, on ne fait pas de choix. Et évidemment, l'Union européenne est l'agrégation de tous ces non-choix d'intérêts stratégiques. Et d'où le résultat. Pour confirmer ce que disait Isabelle, c'est la fameuse citation qui est partout nulle part, et on a du mal à se placer en tant que nation dans ces enjeux divers. Très vite, Général, parce qu'il y a Paul Gogo qui nous attend. On va aller en Russie voir comment les Russes réagissent justement. Non, moi je dirais qu'il y a une problématique sous-jacente qui est, à mon avis, la vraie, la problème de la puissance, oui, mais surtout le recours à la force armée. C'est que je crois que quand on se réappropriera la possibilité d'utiliser la force armée militaire, parce que c'est légitime et pas forcément parce que c'est légal, c'est une subtilité intéressante à développer. La légitimité d'utiliser la force sera une nécessité un jour ou l'autre. Et tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut être capable de faire la guerre, qui est une manière de dissuader la guerre, nous serons perdants sur l'ensemble de nos théâtres d'opération. Ouais.